Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour cette rencontre, cette séance. Je vous dis d'emblée, comme ça je n'oublie pas, qu'il y a un apéritif dînatoire à l'issue de cette conversation qu'on aura et que vous y êtes toutes et tous chaleureusement invités. Alors, comme je l'ai annoncé, c'est pour moi l'occasion de revenir sur mon parcours et sur le chemin en fait, qui m'a conduit notamment à travailler tous ces derniers temps sur des questions d'écologie avec les livres, en l'occurrence Penser comme un iceberg et Quand les montagnes dansent, mes deux derniers livres. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer un livre qui paraîtra maintenant bientôt. Alors je voudrais commencer par évoquer avec vous un passage du Phèdre de Platon. Un passage dans lequel Phèdre suggère à Socrate de rejoindre un coin de campagne pour lire à tête reposée le discours de Lysias sur l'amour. Ils marchent et ils finissent par s'asseoir à l'ombre d'un platane. Phèdre s'étonne alors qu'il lui ait fallu autant guider Socrate sur les chemins, comme si celui-ci n'avait absolument jamais franchi les murs de la ville. Et le maître lui répond ceci. « Passe-moi cette originalité, mon bon ami, c'est le désir de m'instruire qui en est la cause, car ni les champs ni les arbres ne veulent rien m'apprendre, mais bien les hommes qui sont dans la ville. » Le ton de la conversation est enjoué, mais au fond, Socrate ne plaisante pas. On s'instruit pour se connaître soi-même et tenter de mener une vie bonne, une vie que l'on comprend et que l'on accepte. La voie vers la connaissance de soi impose de dialoguer avec ses semblables. Et plus on met à l'épreuve les arguments d'un discours, plus on approfondit la quête de la vérité. Or, les champs et les arbres n'aident pas l'âme à rechercher le bien. Ils n'ont ni langage, ni volonté. Ils ne sont en fait que là, sous nos yeux, plantés dans un décor extérieur. Ils ne font pas partie de nos interactions et nous procurent seulement du réconfort lorsque nous avons besoin d'eux pour nous reposer. Si nous sommes les seuls à parler, il est logique que nous ne parlions qu'entre nous. Le découplage des affaires humaines et non humaines est ainsi discrètement accompli. En entamant des études de philosophie, il y a quelque temps de cela, j'ignorais cette déclaration de Socrate. Et j'ignorais encore plus la critique qu'en fait bien plus tard l'écologue américain David Abram, dont la proposition redistribue toutes les cartes. Dans un livre qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue », David Abram écrit « Autant qu'il s'écrit, la nature parle, mais nous ne l'écoutons pas. » Peut-être dois-je me réduire de mon ignorance à l'époque, car le passage que je vous ai cité du Phèdre de Platon contredit, au fond, toute mon enfance. Du plus jeune âge jusqu'au début de mes études supérieures, j'ai vécu dans une maison en lisière d'une forêt où j'ai passé du temps, parfois même des nuits, au niveau des houppiers, dans une cabane de fortune, avec mon chien pour compagnon, un petit berger des Pyrénées qui se postait patiemment au pied des troncs et qui fut l'un de mes meilleurs amis. Les êtres vivants qui peuplaient cette forêt s'exprimaient en de multiples manières. Il y avait beaucoup de voix dans ces bois. Et tous ces arbres formaient un univers qui m'enchantait littéralement. Aujourd'hui, je ne cherche pas à savoir si la déclaration de Socrate, à condition d'avoir été lue, m'aurait dissuadé de faire de la philosophie au sens universitaire. Je ne me demande pas non plus quel autre genre de philosophie j'aurais peut-être étudié durant mes années de formation.
Je suis sûr en revanche d'une chose. L'enfance, cette période clé où se constituent nos héritages sensibles, finit toujours par revenir dans le jeu. Ce point n'est pas anodin, la philosophie ayant souvent négligé, voire dénigré, l'enfance. Mes années de thèse furent consacrées à un penseur napolitain du XVIIIe siècle et à son introducteur en France, un historien fameux au XIXe siècle, et notamment pour sa lecture de la Révolution française. Dans les œuvres vraiment fascinantes de Giambattista Vico et de Jules Michelet, il n'y avait rien a priori qui pouvait me conduire à l'écologie. J'étais par ailleurs en pleine effervescence philologique, passionné par les langues, les traductions de textes latins et italiens de la Renaissance que j'avais effectués durant ce petit cycle d'initiation à la recherche qui précède le cycle du doctorat et qui aujourd'hui s'appelle le master. Nul doute que tout ce travail m'a appris, voire réappris à lire, si j'ose dire, en me plaçant au niveau des mots et de leur connivence secrète. Plus généralement, ce qui m'intéressait à l'époque était la méthode historique, sa théorie du temps collectif et son anthropologie de la croyance. Que signifie croire au progrès, avec un grand P, un P majuscule? C'est l'une des interrogations qui orientent mes deux premiers livres, issus de ces années de thèse, Michelet, La magistrature de l'histoire, et Les archives de l'humanité, essai sur la philosophie de Vico. Pourtant, les textes moins connus de nos jours, mais très très appréciés du temps de Michelet, que celui-ci avait écrit sur la mer, sur la montagne, sur les oiseaux, m'avait déjà fait douter de la pertinence d'une opposition qui structurait la littérature critique sur ces deux auteurs, Giambattista Vico et Jules Michelet. Cette opposition, c'est celle entre nature et histoire. Je lisais déjà beaucoup de romans, j'étais un grand amateur de littérature et je devinais que ces pages où il était question de montagne, d'oiseaux et de mer étaient d'autant plus magnifiques que Michelet y décrivait ces mondes naturels avec énormément d'empathie. Disons-le de manière provocatrice. Hormis des exceptions notables, par exemple Lucrèce ou Jean-Jacques Rousseau, la philosophie a quant à elle largement dévalorisé la nature. Elle l'a même dénaturée en l'expurgeant de ses qualités sensibles, puisqu'elle pose en outre que seul le langage apporte la sociabilité et que la nature n'en a pas, elle l'a rendue abstraite, comme si aucun être non humain ne l'habitait. Règne du chaos, règne de l'instant ou de la matière informe, autre nom du sauvage, la nature incarne une altérité qui doit être surmontée. Quand elle n'est pas géométrisée, elle incarne, elle devient l'outil d'une dialectique de l'esprit qui s'en émancipe pour se réaliser entièrement libre et certain de lui. Bien des philosophies dites de l'environnement, aujourd'hui, conjuguent à nouveau frais, sans trop s'en apercevoir, cette division artificielle entre nature et histoire. La conséquence est simple, c'est que ces philosophies sont marquées par une forme d'illettrisme écologique. La connaissance des mondes non humains leur fait souvent défaut. Au fil des ans, je me suis rendu compte que cette opposition me rendait triste. Elle me paraissait bien trop abstraite et elle n'avait pas de valeur existentielle à mes yeux. Pour cette raison sans doute, j'ai glissé de la philosophie de l'histoire vers l'étude des cosmopolitismes. J'y retrouvais les ambiguïtés passionnantes d'une théorie politique du temps orientée, avec la question de l'universalisme en plus. Mais je m'intéressais surtout aux expériences d'exil, aux trajectoires de solitude, aux histoires de fêlures intimes qui portent en elles un tout autre rapport à l'historicité
et à l'existence. La littérature entra pleinement dans mon champ d'étude avec des récits et des témoignages de dépossession. Les vies n'appartiennent plus vraiment, en effet, à celles et ceux qui errent de pays en pays et qui se mettent à habiter un monde très étrange à leurs yeux. Ils et elles n'ont souvent plus qu'à survivre. Il arrive alors que la nature parle à qui se sent seul, isolé des siens, banni par les frontières, comme si la condition d'exclu faisait entendre d'autres voix. La moindre forme non humaine devient une amie sincère à laquelle on se confie. Cette haie de feuillus, une présence qui rassure. Ce chien, au beau pelage beige, qui vous regarde, devient soudain quelqu'un qui vous écoute lorsque vous devez raconter les épreuves traversées. Une telle situation n'a évidemment rien de généralisable, mais je devinais que quelque chose se jouait là, autour du thème de la solitude. J'en suis venu à consacrer un livre entier au cas inverse de solitude volontaire. Non pas d'isolement imposé, donc, mais de désir de pas de côté, plus ou moins long. En montrant dans Solitude volontaire, qui est paru chez Albin Michel en 2017, que vouloir être seul est en fait un projet éminemment social, en déjouant donc le mythe de l'indépendance du sujet. J'ai redécouvert combien une certaine philosophie, portée notamment par des auteurs tels que Henri David Thoreau ou Aldo Leopold, se nourrissait d'observations écologiques précises et se déployait au beau milieu des arbres en apprenant énormément d'eux. Quand on va chercher la solitude dans les mondes sauvages, pour mieux revenir ensuite dans la société, car c'est ça le mouvement, on comprend deux choses au moins. D'une part, que l'on est toujours perçu par d'autres êtres en pleine nature. On est humé, on est entendu, on est observé. Et d'autre part, que l'opposition entre le naturel et le social n'a pas grand sens non plus. À ce moment-là, des souvenirs de mon enfance sont remontés. Des jeux de correspondance se sont organisés, volontairement et involontairement. Les arbres et les animaux auxquels je dévoilais mes secrets d'adolescent ont respiré de nouveau. Une conclusion s'est imposée d'elle-même. Socrate se trompe de monde. Nous ne sommes pas seuls, entre nous. Non seulement les autres, selon une expression, cette expression que j'aime beaucoup de Deborah Bird-Rose, une ethnologue australienne, non seulement les autres, tous les vivants non humains s'expriment abondamment, ils ont leur propre langage, mais nous dépendons d'eux et de leur vie sociale si nous voulons vraiment mener une vie bonne, c'est-à-dire une vie qui vaut la peine d'être vécue, car elle est heureuse et respectueuse des autres vies. Les recherches pour ce livre sur la solitude choisi m'ont fait basculer. Elles m'ont rendu scientifiquement joyeux. C'est paradoxal car la double crise contemporaine du vivant et du climat ne cessait par ailleurs de transférer le récit de mort dans le domaine écologique, comme le dit encore très puissamment Deborah Bird-Rose. Et c'est paradoxal car je perdais en même temps plusieurs proches très chers de ma famille, mes parents en premier lieu, successivement, impitoyablement, à quelques mois de distance. Mais tout devait continuer à exister, d'une manière ou d'une autre, j'en étais convaincu. Cela relevait aussi d'une forme de survie.
cette proposition était exaltante et peut-être même réparatrice. Elle devint en fait, très rapidement, une question d'écriture et un enjeu de recherche nouvelle qui réactivait des expériences de complicité avec les êtres non humains que j'avais éprouvées durant mes premières immersions en forêt. Après tout, si nous aimons vivre dehors parfois, n'est-ce pas, pour la part de minéral, de végétal et d'animal qui est en nous, comme l'écrit si bien Thoreau, n'est-ce pas donc pour cette part que nous cultivons spontanément lorsque nous sommes dans l'enfance? Ainsi s'est opéré mon passage du cosmopolitisme à la cosmopolitique. Il y a une cosmopolitique dès le moment où des êtres de nature différente, mais unis par des liens de dépendance réciproques, sont pris dans des assemblages précaires. Isabelle Stengers, qui a été l'une des premières à porter cette définition du terme cosmopolitique, nous explique que si tout tient ensemble, cela implique que ce qu'elle appelle aussi les conditions d'existence de chaque être singulier le lient au personnage collectif auquel il appartient. Et il suffit alors que certains s'éteignent pour que tout l'assemblage menace de s'effondrer. En d'autres termes, avec des exemples, la déforestation en Amazonie ou en Indonésie fait également périr les êtres qui habitent dans les arbres. Elle fournit une occasion supplémentaire au dioxyde de carbone de se concentrer dans l'air que tous les vivants respirent. C'est pourquoi on peut dire, sans métaphore aucune, que les arbres meurent eux aussi, comme tout être. Et il en va de même pour les glaciers qui fondent sous d'autres latitudes, et ainsi de suite pour d'autres entités naturelles. La cosmopolitique ne ranime pas la Terre avec un grand T en montrant comment ces chaînes d'indépendance se cassent. Mais elle nous dit que ce que j'appellerais un animisme tout à fait rationnel est nécessaire. Et c'est nécessaire si l'on veut saisir en quoi tout est vivant dans un milieu naturel, y compris ce que l'on préjuge mort ou inerte par simple ignorance ou à cause de notre indifférence. Qu'une montagne, un glacier ou une rivière ne soient pas uniquement de beaux paysages ou des décors pour nos éventuels exploits, mais aussi et surtout des écosystèmes en évolution pour des biologistes ou des entités peuplées d'ancêtres auxquels on demande conseil pour telle ou telle population autochtone. Tout cela nous oblige à poser la question de l'altérité autrement. Les mouvements autour des droits de la nature accomplissent en partie ce travail. Ils récupèrent et inventent des histoires communes. C'est parce que les Maoris ont martelé pendant de très longues années qu'ils étaient le fleuve Wanganui, dans leur chair et dans leur tradition, que celui-ci a fini par être reconnu entité vivante et personnalité juridique par le Parlement néo-zélandais en mars 2017. Ce n'est pas là une affaire de croyance. Le fait d'être vivant ici n'est pas un prédicat que quelqu'un attribuerait à ce fleuve de l'extérieur, une sorte de projection de l'esprit momentanée. C'est la texture même du réel. Qu'est-ce que ça signifie?
ça signifie qu'un entremêlement de vie nous préexiste et que nous nous y insérons seulement, et si possible avec discrétion. Qu'on le veuille ou non, nous formons des collectifs avec tous les non-humains. Au croisement des sciences de la vie et des sciences sociales, avec une attention marquée pour les connaissances propres aux animismes autochtones, les études que l'on appelle multispécifiques identifient nos liens de cohabitation avec les non-humains. Elles décrivent, par exemple, les modes d'existence d'espèces qu'on appelle synanthropes, tels que les corbeaux, qui ne sont ni domestiques ni sauvages, mais qui vivent avec les humains. Tom van Doren a montré combien ces derniers s'ajustent avec énormément d'ingéniosité à la présence humaine. Ces études multispécifiques posent plus largement que le domaine abiotique n'est pas non plus séparable du domaine biotique. Le minéral, le végétal et l'animal sont par exemple unis par les cycles de l'eau. Une falaise, un glacier, une rivière, chaque entité est prise dans des interactions qui annulent l'opposition de la vie et de la non-vie. Même une pierre métabolise à sa façon, nous dit le minéralogiste Robert Hazen. Dans ce cadre, ne pas rater le défi cosmopolitique de l'écologie suppose de dialoguer avec les sciences. Les rencontres avec des scientifiques multiplient les perspectives. Émus par ce qu'ils et elles étudient, les glaciologues, les géologues, les biologistes modifient leurs pratiques comme leur façon de penser. Et nous, avec elles et avec eux. Qui cultive ce lien sensible admet que sa subjectivité ne contredit pas la quête d'un savoir objectif et il se met à entretenir son propre animisme. Ces objets de recherche deviennent assez rapidement des sujets, les partenaires d'une vaste coopération. Il n'y a rien de surprenant. Les relations de coprésence avec un glacier, un chêne, un merle ou un loup engagent des aventures de vie commune, un véritable co-devenir. Sur le terrain, des relations inédites entre des humains et des non-humains se tissent, les biographies s'entremêlent, et ce qui affecte les uns finit par affecter les autres, et réciproquement. Quand on en fait l'expérience, on ne vit plus de la même manière après. Alors, vous me pardonnerez d'avoir parlé un peu de moi comme philosophe, mais le parler de soi n'a-t-il pas été pendant longtemps une manière, au fond, assez simple de se présenter aux autres, ainsi que, justement, un philosophe du nom de Vincent Descombes l'a rappelé dans un bel essai éponyme, Le parler de soi, paru chez Gallimard en 2014. Et puis, c'est bien ainsi que j'en suis venu à écrire mes 2 derniers ouvrages, Penser comme un iceberg et Quand les montagnes dansent, parus chez Actes Sud, respectivement en 2020 et 2023. Vous l'aurez compris, les philosophes ne sont pas, dans ces livres, des premiers de cordée en matière d'écologie. Je dis bien en matière d'écologie. Ils arrivent plutôt en queue des botanistes, des biologistes, des hydrogéologues, des glaciologues et de tant d'autres. Au lieu d'ouvrir la marche, ils la ferment. La position n'est nullement ingrate, elle est humble. Ils ont le savoir des traces et des indices. C'est une force de marcher dans les pas de savoirs différents pour les transmettre en se fabriquant simultanément des points de vue originaux. N'oublions pas que Emmanuel Kant lui-même, très célèbre pour sa pensée critique,
aura enseigné durant plusieurs décennies la géographie physique de la Terre et l'anthropologie. De ce point de vue, les notions de vivant et de milieu me semblent aujourd'hui bien plus pertinentes que celles de nature et d'environnement. Pourquoi ? Parce qu'elles nous parlent de relations dynamiques qui nous décentrent et non de concepts abstraits qui nous recentrent dans notre position d'humain souverain. Elles offrent également une base intéressante pour reformuler les rapports souvent conflictuels entre les écologies sensibles, scientifiques et politiques. Et je pense qu'on augmente ainsi les chances de contribuer à la réflexion autour de l'une des nouvelles questions de la responsabilité. Comment bien vivre entre humains et non-humains sur une Terre qui se dégrade de plus en plus. Afin de répondre à cette question, j'ai pour ma part fait le choix d'aller chercher sur le terrain la matière des histoires qui nous montrent que tout signifie et vit ensemble. J'y vois une manière de prendre soin du vivant à mon échelle. Reste cependant à bien raconter ces histoires. Sinon, le risque est de manquer son but. Le défi n'est pas aisé à relever, car ce sont chaque fois des histoires complexes. Pour s'en rendre compte, un seul exemple suffira. L'étude des stratégies estivales de la marmotte alpine. J'adore les marmottes. De cette marmotte alpine qui envoie des signaux aux chamois pour que tous deux échappent à l'aigle royal planant dans le ciel au-dessus d'eux. Ce genre d'étude nous enseigne plusieurs choses qu'il faut vraiment considérer ensemble. Cette marmotte éprouve sans doute de la peur, mais de l'espoir aussi. Elle imagine assurément l'avenir. Elle connaît une partie de la vie des chamois et des aigles. Elle possède peut-être même un sens de la justice, en tout cas de l'entraide. Et elle sait écouter le vent pour que son cri d'alerte se répercute sur la bonne paroi de la montagne, la concave, qui augmente significativement l'écho. Par ailleurs, la réduction de la couverture neigeuse fait que les terriers sont, de nos jours, moins bien isolés l'hiver. Les marmottes dépensent plus d'énergie pour maintenir leur température corporelle durant l'hivernation, à peu près 6 mois. Elles sortent affaiblies au printemps, ce qui affecte les portées. Leur activité fouisseuse diminue. Les sols sont moins aérés, moins drainés. Ils perdent en fertilité, ils stockent moins de carbone. Mais avec d'autres facteurs, ceci explique surtout qu'ils n'absorbent plus du tout les eaux de pluie intenses lorsque celles-ci tombent et que des glissements de terrain se produisent et deviennent même aujourd'hui de plus en plus fréquents en montagne, jusqu'à couper des routes, source d'accidents majeurs pour nous, humains. La leçon est claire de ce genre d'exemple. Quand on raconte une histoire en écologie, on n'en raconte jamais une seule, mais on en raconte toujours plusieurs autres en même temps. Et raconter est donc ici un acte complexe, au sens où il exige plusieurs conditions minimales: faire du terrain, recueillir des données, accepter de se décentrer et trouver les phrases pour agencer cette pluralité de voix humaines et non humaines. Mais lorsque ces conditions sont réunies, l'imagination déploie alors ses ailes et elle nous rapproche du monde dans lequel nous vivons vraiment. Il faut réapprendre à sortir de sa coquille égotique,
à jouer un autre jeu que le sien, à se décentrer, comme je viens de le dire. Dans le cas contraire, aucune relation avec des êtres non humains ne se développera vraiment. Et jamais il ne sera possible de trouver les mots qui nous rendront capables d'écouter ou de réécouter la nature à la voix active, selon cette belle expression de la philosophe écoféministe Val Plumwood. Mais posons la question franchement. Comment vraiment voir le monde à hauteur de non-humain ? Revenons au terrain. Je n'écris jamais dans les milieux naturels que j'étudie, pas même des notes. La raison en est simple. Je veux me rendre pleinement disponible à tout ce qui arrive. En position d'affût, on ralentit sa respiration. On ne bouge plus, on observe. Peu d'animaux sont complètement dupes. Vous êtes repérés, vos odeurs vous trahissent. Mais s'il est difficile de disparaître, il n'est pas impossible de s'effacer. Et on peut alors vous oublier. L'essentiel, en tout cas, est d'être le plus discret possible afin de ne pas perturber la vie quotidienne et de favoriser quelques apparitions, voire des rencontres inopinées. Lorsqu'il arrive que des relations se développent, ce qui est rare, alors on sort de sa cache. Une fois de retour, je mets tout en récit et je me sens infiniment libre. Cette écriture-là me maintient dans un état d'indiscipline salutaire. Elle ne m'arrime à aucun ordre de savoir en particulier. Elle m'invite bien plutôt à unir des connaissances différentes qui placent en regard, chacune à sa manière, les expériences vécues sur le terrain. Et simultanément, des perspectives nouvelles ne cessent de s'ouvrir. De tels moments d'écriture sont des moments de vie à part entière, eux aussi très intenses. Il n'est pas évident, et peut-être est-ce inutile, de chercher à plus les qualifier. Essayons quand même. Dans son livre intitulé « Dans la peau d'une bête », quand un homme tente l'extraordinaire expérience de la vie animale, Charles Foster évoque ce qu'il appelle un chamanisme littéraire. J'ignore si l'expression est juste. Mais je partage l'intuition de ce vétérinaire d'Oxford qui a tenté de vivre successivement les vies d'un renard, d'une loutre, d'un cerf, d'un blaireau ou d'un martinet, ce qui l'a conduit à fréquenter souvent les vers de terre et à rarement manger à sa faim. Foster écrit en effet que si les frontières interspécifiques persistent, elles n'en sont pas moins assurément imprécises et parfois poreuses, au point qu'il vaut la peine de tout faire pour, je cite, s'approcher de la frontière le plus possible. Je trouve que c'est une très bonne formulation du problème. Et comme lui, je réfute l'idée que les mondes des êtres non humains sont privés, clôturés sur eux-mêmes, et que nous avons tellement peu de traits en commun que nous ne comprendrions pas une grenouille si celle-ci se mettait à parler. Je paraphrase ici le mot d'un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui disait ça à propos d'un lion et que cite également Charles Foster. À mes yeux, raconter le vivant exige de s'installer dans les interstices d'univers différents, là où, justement, ce qui sépare des êtres les relie quand même un peu, et de demeurer quelque temps dans cette zone trouble. Il y fait froid, c'est souvent boueux, il pleut, ou le soleil chauffe trop fort. Pourtant, c'est là, par surprise, à l'aube ou au crépuscule, que des coïncidences se produisent, que des relations inédites naissent.
que des complicités se réinventent. Tout près de ces limites entre humains et non-humains, le monde se remplit alors d'une multitude de personnages. Nous ne les avions pas remarqués jusqu'ici. Eh bien, voici qu'ils surgissent. Et ensemble, nous franchissons alors des frontières. En partageant ces expériences dans l'ordre du récit, en décrivant ces franchissements, on éprouve beaucoup de joie. Et on quitte la solitude indifférente de nos expertises sur les désastres que nous ne cessons par ailleurs de commettre. Le monde redevient complexe, riche en peuples vivants, bigarrés, il redevient tout simplement plus intéressant. Nous ne sommes plus au centre de l'univers, c'est très satisfaisant. Dans mes livres, je raconte des histoires qui naissent d'expériences d'immersion dans des milieux naturels. Des nuits en forêt pour pister des grenouilles, des matins d'observation de chamois en haute montagne, des crépuscules d'inventaire de chauves-souris dans des grottes, une plongée en après-midi sous des icebergs groenlandais que côtoyait la veille un rorqual commun, ce mammifère marin aux proportions littéralement gigantesques. Je les documente avec des informations, des discussions et des réflexions venant autant de l'écologie scientifique que des sciences de la vie et des sciences sociales, ou encore, bien sûr, de l'anthropologie, puisque je raconte les liens que beaucoup d'autochtones partout sur la planète entretiennent avec des entités naturelles. Ce sont chaque fois des histoires de vie, non des histoires de mort, source de confiance et d'énergie plutôt que d'inquiétude et de désespoir. Mais avant de vous parler de mon prochain livre, permettez-moi d'évoquer une belle histoire de vie, vécue par d'autres. C'est le journaliste scientifique américano-britannique Ed Yong qui la raconte dans son livre « Un monde immense », récemment traduit en français aux éditions Les Liens qui libèrent. Un jour, le biologiste marin Tim Gordon lui confie son extrême tristesse. Il vient de plonger dans les eaux de la Grande Barrière de corail et de constater les dégâts provoqués par les vagues de chaleur océanique causées par la crise climatique. Les coraux ont expulsé leurs algues, leur vie symbiotique est réduite à néant. Ils sont devenus tout blancs et ils sont devenus tout muets, comme le note Gordon. Plus de crevettes pour émettre de son, plus aucun poisson perroquet non plus, tout le monde a fui la barrière de corail. Une menace pèse lourdement sur elle, que les algues dont les poissons perroquets se nourrissaient ne reviennent, ne se multiplient et ne finissent par recouvrir les coraux comme un linceul de mort. En 2017, Tim Gordon et son équipe retournent sur les lieux et se demandent « Mais comment pouvons-nous inverser ce processus ?» Avec ses collègues, raconte Ed Yong, je cite, « Il a installé au sommet des amas de coraux blanchis des haut-parleurs, diffusant des sons en continu de récifs coralliens en bonne santé. L'équipe plongeait ensuite à quelques jours d'intervalle pour observer la faune locale. Au 30e jour, dit Gordon, je me souviens avoir flâné avec mes confrères de plongée. Et tout à coup, je me suis dit, mais il n'y a pas un grand motif coloré là-bas ? Après 40 jours, il les a comptés et il s'est aperçu que les récifs enrichis acoustiquement présentaient 2 fois plus de jeunes poissons et 50% d'espèces supplémentaires par rapport aux autres récifs blanchis. Non seulement cette faune avait été attirée par les sons, mais elle est restée sur place et a formé une communauté nouvelle. Cette expérience nous a apporté une grande satisfaction, dit Gordon.
Cette réussite montre ce que les écologues peuvent accomplir à condition, je cite Tim Gordon, de voir le monde avec la perception des animaux que l'on essaie de protéger. L'exemple est éloquent. C'est en aidant les sons naturels à se restaurer que l'écosystème se repeuple. Cela suppose bien sûr de reconnaître que les océans sont des univers musicaux dans lesquels chaque vivant émet des notes qui signalent ses interdépendances avec d'autres vivants. Mais il fallait avoir, si j'ose dire, une perspective corallifère sur les milieux marins. L'approche de Gordon et de son équipe était susceptible d'échouer si ces effets s'étaient révélés nuls ou contre-productifs. Imaginons que ces haut-parleurs aient produit des bruits plutôt que des sons naturels ou des sons inappropriés à cet écosystème en particulier. Mais justement, personne ne s'est trompé d'univers acoustique, l'outillage fut déposé avec discrétion et quelques jours auront suffi. Revivre grâce au son, n'est-ce pas là une belle histoire d'entraide musicale entre humains et non-humains? De l'importance des expériences immersives pour nourrir autant la science que l'imagination et nous inviter à réorienter nos comportements. Il arrive alors qu'on rêve. L'idée de mon livre, à paraître bientôt chez Actes Sud, m'est venue durant une nuit d'observation, auprès d'une mare de forêt non loin de Paris. Il faut dire que cette nuit fut marquée par un événement exceptionnel. Vers 3 heures du matin, je m'assoupis et je rêve d'une grenouille des Pyrénées. C'est incongru de la trouver ici, me dis-je, car aucune grenouille ne s'éloigne de son lieu de naissance. En outre, cette espèce vit dans les torrents et non dans les mares. Je devine que cette grenouille a perdu son chemin et que son unique but est de le retrouver. Dans mon rêve, elle paraît aussi pressée de rejoindre son territoire que le lapin blanc dans le roman de Lewis Carroll, qui file devant Alice en regardant sans cesse sa montre à gousset. Et comme Alice, je lui emboîte le pas en plongeant sous terre. Ainsi commence un rocambolesque périple de retour vers les Pyrénées à travers un large réseau d'eau souterraine et de surface, une sorte de voyage au centre de la Terre inédit. En suivant cette grenouille, je découvre les états artificialisés des milieux aquatiques, le barrage qui empêche une rivière de s'écouler et qui détruit les frayères de saumon, la mine qui déverse ses excédents dans les profondeurs d'un lac, la retenue collinaire qui épuise un aquifère, les mares qui s'assèchent les unes après les autres. Le rêve brouille les distances, modifie les tailles des corps, comme dans les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Il trouble le réel tout en éclairant certains de ses aspects. Et lorsque les grognements bienveillants d'un sanglier me réveillent, une conclusion me saute au visage. Par le moyen du rêve, cette grenouille des Pyrénées me prévient du sort qui les menace toutes. Voilà le fil rouge de ce livre, un rêve que je décide de prendre au sérieux dans toutes ses dimensions pour vous raconter des histoires d'amphibiens et nous aider à rendre la Terre plus habitable. Depuis plusieurs années, il se trouve que je m'intéresse aux grenouilles. Des rainettes vertes, des rainettes rousses, la sylvatica qui gèle, puis se remet à vivre, ou encore celle des Pyrénées que je viens d'évoquer et sur laquelle j'ai écrit récemment un petit texte dans le dernier numéro de la revue naturaliste suisse, La Salamandre. Tout me fascine dans les grenouilles, de leur stade larvaire jusqu'à leur existence adulte. Les grenouilles sont devenues des personnages compagnons auxquels je pense souvent. Et je veux dire en quoi elles sont indispensables dans la grande histoire de la vie
dont nous faisons partie. Informé par des recherches récentes en écologie aquatique, en hydrogéologie et en herpétologie, mon récit nous place directement à hauteur des grenouilles. La plupart d'entre elles partagent leur temps entre les zones humides pour se reproduire et l'habitat terrestre pour se nourrir. On se met à nager sous la ligne d'eau, on saute dans la boue, on loge dans les herbes baignées de rosée, cette haleine parfumée de la terre. On apprécie les pluies abondantes, on recherche aussi l'ombre des pierres fraîches, bien sûr, ou celle des tas de feuilles mortes au pied des arbres sur les berges. On se faufile enfin dans les canaux des sols. Et toujours, on se dirige à l'aide du soleil ou des étoiles, guidé par une odeur inoubliable, celle du plan d'eau des jeunes années. Dans mes 2 précédents livres, j'ai adopté le point de vue des icebergs et celui d'une montagne. Ici, au fil des pages, nous vivons aux côtés de certaines grenouilles. Nous habitons les mêmes milieux qu'elles, et comme elles, nous en avons besoin. Parmi ces milieux, il y a les mares, bien sûr. Les mares sont, si j'ose dire, les grandes oubliées des politiques de protection. Pourtant, elles s'avèrent d'autant plus essentielles aux communautés biotiques qu'elles sont toujours connectées aux milieux humides qui leur sont proches, et parfois jusqu'aux fleuves eux-mêmes et l'océan, par le réseau complexe des eaux souterraines et des aquifères. Loin d'être des étendues d'eau mineures ou isolées, elles abritent en outre une incroyable mosaïque d'espèces bien plus nomades qu'on ne croit. Véritables écotones aquatiques, elles nous font comprendre que l'eau stagnante n'est que le mirage d'un esprit humain occupé à rêver d'aventures héroïques sur des mers lointaines. Même les milieux humides dont les eaux sont réputées mortes ne cessent d'alimenter les cycles hydrologiques des territoires auxquels ils sont reliés. Il suffit de prêter attention à l'évapotranspiration des végétaux qui les bordent, ces biocondensateurs qui aident la vapeur à se transformer en pluie et les précipitations à s'infiltrer dans les nappes phréatiques pour le comprendre. Ces données, toutes les agences françaises de l'eau les rappellent. Avec mes mots, je dirais que la moindre mare est pour moi ce que j'appelle un hydromonde essentiel et généreux, traversé par des êtres et des flux divers qui se déploient bien au-delà de ce que nous, on peut voir avec nos simples yeux. Et c'est pourquoi je défends dans ce livre l'écologie dite ordinaire, dont les mares font partie. Aujourd'hui, plus que jamais, les eaux qu'on dira lentes et non stagnantes sont la clé de notre avenir commun, humain et non humain. Les marais, les marécages, les tourbières, les lagunes, les plaines inondables, mais aussi les mares, donc les ornières ou même les trous de pieds de vache, pour ne citer que ces entités aquatiques, toutes sont en fait des eaux refuges qui offrent la possibilité aux vivants de résister aux perturbations extérieures. De telles eaux nous paraissent immobiles, elles ne sont pas du tout. Pour les batraciens, et les courants discrets qui les animent contribuent à régénérer la vie. Lorsqu'on les observe de près, il apparaît que les grenouilles qui fréquentent ces milieux habitent en même temps d'autres eaux qui sont littéralement suspendues dans l'air. Elles dépendent de ce que l'on nomme les hydrométéores. Dans mon livre, vous le verrez sous peu, je décris les multiples relations que les grenouilles entretiennent avec la pluie, le brouillard, la neige, la grêle. Et je me demande à quoi elles songent lorsqu'elles lèvent les yeux vers les nuages. Car elles savent bien que les eaux qui tombent du ciel, qui alimentent les sols et qui rechargent les eaux des sous-sols sont nécessaires à la vie. Les grenouilles sont extrêmement sensibles au volume d'eau créé par la condensation, la photosynthèse ou la dégradation de la biomasse des sols. Elles s'accordent au rythme de la vapeur d'eau et de la rosée du matin comme de la rosée du soir.
puisqu'elles sont ectothermes, c'est-à-dire que la température de leur corps s'ajuste à celle des milieux, leur rapport à l'eau et à ses formes variées est naturellement intime. Elles ont besoin de cette pluie qui est partout, des aquifères à l'air en passant par les sols, les végétaux et les animaux, de cette eau qui trempe, qui déborde et qui se mélange constamment à d'autres éléments. Et quand l'eau vient à manquer, sauf durant les longues sécheresses, dont elles pâtissent forcément, beaucoup savent comment réagir. Certaines s'enfouissent même dans le sable des déserts en attendant les retours d'humidité. Être une grenouille, c'est vivre à hauteur d'humidité de jour comme de nuit. C'est habiter un corps aquatique et perméable qui épouse tous les régimes de pluvialité. Ce dernier terme, pluvialité, vient des géosciences. Il désigne les eaux des précipitations qui se diffusent, voire s'infusent, et parfois jusqu'à l'excès. Et ce, depuis l'aube de la Terre. Dans son beau livre, intitulé « Rain », Cynthia Barnett nous rappelle que la pluie n'a pas toujours existé sur Terre. Suivons son analyse. Durant ses premiers âges, la Terre était si brûlée par les vents, les éclairs et les météores qui bombardaient ses sols que la croûte qui se formait ne cessait en même temps de fondre. Au bout d'environ un demi-milliard d'années, la Terre a commencé à se radoucir. De la vapeur d'eau a pu alors se condenser et les premières pluies du monde sont apparues. La naissance de la pluie a eu pour effet, écrit Barnett, d'équilibrer l'atmosphère de la planète. Au même moment, Vénus était trop chaude et Mars trop froide. Les eaux de pluie ont rempli les innombrables cratères qui émaillaient la surface de la planète. Elles ont créé les premières rivières, les premiers lacs, les premières mares, puis les océans, ces grandes bassines géologiques, et enfin les aquifères dans les sols profonds, jusqu'au moment où la vie elle-même est apparue. Barnett rappelle que Charles Darwin situait la formation de la vie dans des petites mares chaudes. On sait aujourd'hui qu'il est très vraisemblable que les premières cellules se soient formées sur les flancs des cheminées hydrothermales dans les abysses des océans, comme le montrent très bien, par exemple, les travaux récents d'Isabelle Daniel. Quel que soit son milieu d'origine, la vie n'aurait pu se manifester sans l'eau de pluie. En trempant les sols et les sous-sols de la Terre, en participant à la création des mers et des zones humides de la planète, les eaux qui tombent du ciel sont devenues de véritables forces de vie. Au point que, je cite Cynthia Barnett, les vies originelles ont requis la pluie. Avant la vie, il y avait donc la pluie. Un jour, j'ai pu visiter l'un des magasins du Muséum d'histoire naturelle, Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où les fossiles sont conservés. J'y venais pour discuter de paléoherpétologie, la science des premiers amphibiens et reptiles, et notamment de la sortie des eaux qui s'est produite il y a bien longtemps avec les tétrapodes qui ont commencé à investir la terre ferme. Le collègue qui m'accompagnait ouvrait les casiers les uns après les autres pour me montrer différents fossiles de batraciens. Je les découvrais avec émerveillement, passant en revue les moules après avoir écarté les plastiques qui les recouvrent. Puis j'ai avisé un paquet et demandé ce qu'il y avait là. Damien Germain m'a informé que ce moule avait gardé l'empreinte de gouttes de pluie vieilles de plusieurs millions d'années. Je me rappelle être resté sans voix, agenouillé par terre devant ce casier inférieur du magasin général. Comme je pouvais prendre ce moule pour l'observer de plus près, j'ai approché mes doigts des petites cupules et j'ai touché le fossile d'une eau condensée.
Rarement, je dois vous le dire, j'ai éprouvé un tel sentiment du temps profond. On ne caresse pas tous les jours la trace lointaine d'un élément si volatile, le souvenir d'une de ces gouttes qui ont traversé l'atmosphère basse de notre planète, emportant peut-être la signature chimique d'une très ancienne tempête. D'un coup, mon présent a littéralement explosé. Comme un animal sauvage retenu dans sa cage, il a tordu les barreaux et il s'est échappé. Il a rejoint, en bondissant, la grande histoire physique de la Terre. En sortant du muséum, de retour dans le brouhaha de la grande ville, je ne savais plus trop comment m'orienter pour revenir chez moi. Un minimum de condensation est donc nécessaire pour que des gouttes de pluie tombent. Mais au fait, savons-nous vraiment comment la pluie se forme ? La Cloud Appreciation Society est une association de bonne volonté qui vise à mieux connaître les nuages, ces visages de l'atmosphère à partir des lois de leur géologie nébuleuse. Il s'agit de jouir de leur beauté libre et infinie pour mieux s'opposer aux diktats du ciel bleu. Tels sont les mots de son président fondateur et bénévole, Gavin Pretor-Pinney, par ailleurs auteur d'un fameux guide du chasseur de nuages. Cet ouvrage explique clairement les deux processus de fabrication de la pluie. Le premier est celui où un grain de sable aérien, que ce soit une poussière d'argile ou des particules rejetées par nos habitations, est requis pour que des molécules d'eau convergent. Des gouttelettes s'assemblent alors autour de ce que l'on nomme un noyau de condensation. Et au fur et à mesure qu'un nuage apparaît, elles s'agglomèrent à d'autres gouttelettes. Elles grossissent et elles finissent par tomber. Mais le second processus est en fait le plus fréquent. Des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère s'assemblent autour de noyaux qu'on appelle non plus de condensation, dans ce cas de figure, mais de glaçation. Ces derniers peuvent être des fragments de roche. Et lorsqu'elles s'enclenchent, la dynamique d'assemblage des cristaux autour d'un fragment produit, elle aussi, une réaction en chaîne qui fait que certains cristaux deviennent, à un moment, suffisamment lourds pour chuter. Mais en descendant, ils tombent au fond d'un nuage. Et là, ils redeviennent liquides, l'air étant plus chaud. Ils finissent ensuite par atterrir sur les sols bien plus bas, sous forme de pluie. Voici donc les deux processus de fabrication de la pluie. Les amphibiens savent tout ça, j'en suis sûr. Ils n'en ont évidemment ni les mots, ni les représentations, mais ils le perçoivent mieux que nous, puisqu'ils s'orientent, pour beaucoup d'entre eux, comme s'ils avaient une espèce de carte mentale des milieux de vie. Grâce au soleil, à la lune, aux étoiles, au magnétisme terrestre, aux odeurs, je l'ai déjà souligné, et à une incroyable mémoire physique des reliefs qu'ils arpentent. Ils n'ignorent pas non plus que l'altitude à laquelle les nuages se forment dépend de l'humidité des sols, liée au couvert végétal, que l'atmosphère est traversée de multiples particules, que la pluie réchauffe agréablement les points d'eau où ils peuvent se reproduire. Et surtout, ce qu'ils n'ignorent pas, c'est que d'une manière générale, l'humidité est le facteur de vie universel. Ils devinent aussi qu'une simple mare exprime à sa façon les cycles hydrologiques de la planète elle-même. Un dernier mot sur les mares. Lorsqu'une mare se vide, elle nous montre que le dérèglement de ces cycles d'eau, du fait de nos activités délétères, assèche les milieux humides. Et on saisit alors toute l'importance des aquifères comme de la vapeur d'eau. Par extension, c'est pour les mêmes raisons que les courants marins deviennent de plus en plus fous, que le niveau des mers s'élève et que les contextes de biseaux salés
la salinisation en fait de l'eau douce, se généralise. Les grenouilles nous disent que la mare est un micro-habitat certes discret, mais capital pour tous les vivants. Plus généralement, elles nous suggèrent de respecter les dynamiques naturelles d'évapotranspiration, d'évapocondensation et de ne plus perturber les cycles qui unissent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nos sociétés pourraient se juger à l'état de leur mare et de leur population d'amphibiens. Il nous faut repenser la pluie et la vapeur d'eau en même temps que les profondeurs poreuses de la Terre pour immerger nos manières de penser et saisir pleinement les enjeux écologiques contemporains. Cela vaut pour tous les milieux humides. Comprenons que si nous préservions ce que l'on appelle aussi par ailleurs les terres d'eau, nous augmenterions les chances de répondre avec plus d'efficacité aux désastres qui nous menacent. Ceci apparaît d'autant plus important que le réchauffement climatique s'accentue et entraîne une perte dramatique de biodiversité. De nos jours, le fameux printemps silencieux que la biologiste et océanologue Rachel Carson dénonçait en 1962 colonise les autres saisons. Il n'y a pas que le printemps qui devient silencieux. Nous sommes embarqués dans la spirale de nos actes qui modifient et détruisent les équilibres biologiques et géophysiques de la Terre. Nul doute que nous aurons le même futur que la plupart des non-humains. Les intempéries, entre guillemets, qui se multiplient, nous le rappellent avec insistance. Les ouragans et les méga-feux, encore très récemment, font partie de cette histoire. Ils vont la travailler, ils vont la reformuler, et ils vont en devenir les protagonistes comme des personnages doués d'une puissance d'agir. Comme je l'ai écrit en conclusion de Quand les montagnes dansent, il nous faut, je crois, aujourd'hui appréhender tout autrement nos liens avec le vivant. Les éléments et les êtres non humains reprennent leurs droits. Et l'une des missions nouvelles de la littérature est, à mes yeux, de décrire le mieux possible les relations que nous entretenons avec eux. Je ne vous dis pas tout sur ce livre à venir, afin de vous réserver quelques surprises, et je l'espère de vrais plaisirs de lecture. Mais sachez dès maintenant que réapprendre à vivre avec l'humidité afin de mieux répondre aux situations d'urgence, sécheresse et inondation étant les deux faces de la crise climatique déjà mentionnée, c'est cela aussi pour moi, vivre avec l'eau et non contre elle. Faut-il alors souhaiter que notre avenir soit un peu plus nuageux ? Eh bien, au fond, ce serait une bonne nouvelle, car un monde sans nuages serait un monde sans humidité et sans vie. Je vous remercie pour votre attention et vous invite, avec la Fondation, à cet apéro dînatoire qui suit immédiatement.